En manchette ce soir, un homme tombe dans le lac Makani. Les policiers plongeurs ont parcouru le plan d'eau. La route du Nord fermée plusieurs heures en raison des feux de forêt. Et à titre préventif, ils ont voulu fermer la route du Nord. Et un nouvel organisme voit le jour pour augmenter le nombre de logements sociaux. Bonsoir tout le monde et bienvenue au TVA de 18h. Un homme dans la quarantaine est toujours porté disparu au lac Makami, en Abitibi-Ouest. Vers 20h hier soir, la Sûreté du Québec a reçu un appel d'urgence indiquant qu'une personne avait chaviré de sa planche à pagaie. L'homme était accompagné d'une femme et en raison d'un changement météorologique, les deux personnes se sont retrouvées à l'eau. La femme de son côté a réussi à rattraper le rivage. Des policiers ont donc patrouillé les berges à pied et en voiture durant la soirée et des équipes de plongeurs ont parcouru le plan d'eau toute la journée et devraient reprendre normalement leur travail demain. Sur place, il y a un poste de commandement mobile avec des policiers attitrés aux recherches, des spécialistes en recherche au niveau terrain et nautique, évidemment. Présentement, sur l'eau, il y a une équipe nautique à bord d'une embarcation. Plusieurs policiers sont à pied à faire les berges ou encore en autopatrouille à faire le tour du lac. On fait les berges, mais il n'y a rien comme l'aide de la population dans tous nos dossiers. Donc, effectivement, si les riverains aperçoivent quelque chose, c'est important de communiquer rapidement avec le 310 41 41. La route du Nord qui permet d'accéder à la baie James a été fermée pendant plusieurs heures en raison des feux de forêt. Elle a finalement été rouverte plus tôt aujourd'hui. Félix Blaquière nous raconte ce qui s'est passé. Alerte, feu de forêt, fermeture de la route du Nord, mentionnait la Société de développement de la baie James lundi soir. 2 brasiers étaient à proximité de la route et il était impossible pour la SOPFEU d'assurer une vigie en soirée. Une fermeture a donc été en vigueur de manière préventive. Donc, le gouvernement régional de Iwichi-Baie James, la SOPFEU, les gens de Transport Québec, les gens de la SDBG et autres intervenants qui ont fait la rencontre et, à titre préventif, ils ont voulu fermer la route du Nord. C'était à 2 points, à l'ouest, entre Nemaska et la route Baie-des-Dames, et dans la partie sud, entre Chibougamau et en allant vers Nemaska. La route du Nord a pu rouvrir à la circulation ce matin en raison des averses de pluie dans le secteur. La pluie a été avec nous et actuellement, la SOPFEU a des travaux à faire, mais avec la température puis la situation, ils pouvaient réouvrir la route et c'est ce qu'ils ont fait ce matin. Il y a eu plus de précipitations dans le sud de la province qu'à l'habitude cette année et ainsi moins de feux qu'en moyenne, mentionne la SOPFEU. Mais pour le nord du Québec, le bilan est au-dessus de la moyenne. Plus dans le sud de la province, on a eu des précipitations assez abondantes, même parfois, de façon régulière. Et c'est une saison qui est dans les moyennes, même sous les moyennes des dernières années. Par contre, dans la portion nordique du territoire du Québec, dont incluant la Gémésie et s'en allant vers l'est, on retrouve bon nombre d'incendies cette année, une saison qui est jusqu'à présent au-dessus de la moyenne. L'Abitibi-Témiscamingue est à l'heure actuelle épargnée des feux de forêt, alors que pour les secteurs de la Gémésie et de la baie James, ce sont 19 incendies déclarés actifs. Aucun incendie de forêt en activité dans le secteur de l'Abitibi ou Témiscamingue. Par contre, si on monte plus au nord, vers le secteur de la Gémésie et notamment le secteur de la baie James, on retrouve bon nombre d'incendies. Donc, la MRC Gémésie, 19 incendies en activité présentement. Le danger d'incendie varie de bas à modéré pour les prochains jours dans la région, alors qu'il est très élevé à extrême pour la baie James. La SOPFEU invite les gens à visiter son site web pour connaître les dangers d'incendie dans leur secteur. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Un tout nouvel organisme à but non lucratif voit le jour au Témiscamingue. L'OBNL, Logement social et abordable Témiscamingue, arrive alors que la crise du logement sévit partout au Québec. Mais quelle est la situation de l'état des situations sur le territoire? Alexandre Cabana s'est penché sur la situation. 6 ans d'attente pour un logement social au Témiscamingue. Si cette statistique de l'Office de l'habitation du secteur centre et témiscamien a de quoi faire sursauter, elle n'indique pourtant pas l'existence d'une réelle crise du logement sur le territoire. Des enjeux liés au logement, il y en a, mais comme partout dans la province, selon la préfète Claire Bolduc. Ce serait difficile de parler de crise du logement ici au Témiscamingue. Toutefois, ça demeure une question très préoccupante. Ce qui est problématique, c'est de trouver du logement abordable au Témiscamingue, du logement qui permet à des familles qui n'ont pas des revenus extraordinaires
de pouvoir être logés de façon décente. Le nouvel organisme à but non lucratif Logements sociaux abordables Témiscamingue s'inscrit dans une volonté de bienveillance, une initiative qui existe dans plusieurs villes du Québec, mais qui tardait à arriver au Témiscamingue. Mais on veut faire de la prévention, on veut... Oui, la crise du logement sévit dans toutes les régions, mais c'est pas l'objectif majeur, c'est pas ce qui a motivé le comité Augmentation Logement à créer l'OBNL. C'est vraiment faire la prévention, puis prendre de l'avance, mettre des moyens concrets, faire des actions sur le terrain qui vont permettre de prévenir. L'OBNL qui vient de se créer aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. C'est un outil de plus qu'on a dans notre coffre à outils pour bien répondre aux enjeux. Les intervenants du milieu vantent une volonté d'action concrète de la part des organismes. Reste maintenant à l'OBNL de se doter des moyens de ses ambitions. La municipalité ne peut pas être elle-même comme entité propriétaire des logements. Par contre, la municipalité peut appuyer un OBNL dans son milieu pour développer ce type de logement-là. Ce qu'on vise à créer, ça va être des choses que les gens vont être membres, puis on va pouvoir avoir des gens qui vont être utilisateurs de ces logements-là et membres de l'OBNL. Donc, l'OBNL va être ouvert à tous et à toutes. L'OBNL Logement social abordable du Témiscamingue lancera sa soirée de fondation le 1er octobre prochain en Formule 5 à 7 à Ville-Marie. Et d'ici là, ils ont décidé de lancer un concours afin que le public trouve le nom de ce futur organisme à but non lucratif qui, on l'espère, en aidera plusieurs à se trouver du logement abordable au Témiscamingue. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, au Témiscamingue. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la Clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. Et à la question du jour, on vous demandait est-ce que le prix des logements dans la région est abordable? Vous avez répondu non à 94 %. On passe à un autre dossier maintenant. À Rouyn-Noranda, Anthony, la réhabilitation du lac Kosciuszko franchit une nouvelle étape. Oui, Mélissa, on parle d'un investissement majeur de 4,6 millions de dollars pour la réhabilitation du lac Kosciuszko. Une nouvelle bien accueillie par le collectif Territoire qui chapeaute le projet depuis un peu plus de 5 ans. Le montant va servir de levier pour concrétiser leur portefeuille de projets environnementaux avec leurs différents partenaires, notamment l'UQAT et le Cégep. Des projets concrets qui devraient être mis en branle pour le 100e de Rouyn-Noranda en 2026. C'est du moins ce qu'espère la directrice générale du collectif, Geneviève Aubry, qui croit que le montant pourrait faciliter et accélérer leur travail. Une chose encourageante selon elle, parce que je l'ai rencontrée à ce sujet l'été dernier, Mme Aubry avouait que la tâche était plus complexe que prévu. Geneviève Aubry confesse aussi toutefois que bien qu'important, la somme de 4,6 millions de dollars ne couvre qu'en partie les ambitions du collectif. Cette dernière est tout de même confiante pour la suite des choses. C'est une bonne somme, il y a moyen de faire des choses très structurantes, puis c'est aussi pour voir que c'est pas juste le résultat qu'on attend, c'est aussi tout le travail qui va être fait avec ce 4,6 millions-là, plus justement qu'est-ce qu'on va être capable d'aller chercher de plus. Tout ça, ça crée de l'activité, on crée de l'expertise, on crée de la vitalité, du bien-être dans notre communauté. Donc, c'est plus que le montant en lui-même, c'est qu'est-ce que ça permet de faire aussi. Et ce qu'il faut savoir, Mélissa, c'est que cette somme découle du plan d'action gouvernemental de 88 millions de dollars déposé l'année dernière pour soutenir la municipalité en marge du dossier entourant la fonderie Horn. Et de ce 88 millions de dollars, 4,6 millions de dollars étaient destinés spécifiquement au lac Kosciuszko. Et c'est ce montant qui a été officialisé dans une résolution adoptée hier soir lors du conseil de ville de Rouyn-Noranda. C'est que pour avoir accès à cette somme, la Ville, le collectif Territoire et leurs partenaires se devaient de déposer un plan clair au ministère de l'Économie et de l'Innovation, ce qui est maintenant chose faite. Et la mairesse Dallaire se dit très satisfaite elle également du travail accompli jusqu'ici. Alors, le plan d'action couvre 3 grands volets d'activité, permettez-moi de vous le lire. Donc, l'amélioration de la gestion des eaux pluviales, le suivi et la réduction des apports en contaminants, et la désirabilité sociale, l'innovation et le rayonnement. Donc, dans un premier temps, on veut s'occuper de la santé de notre lac, de pouvoir réduire les apports de contaminants. Alors, c'est un beau projet. Donc, on vient de l'entendre, autant du côté de la Ville que du collectif, on se réjouit du travail accompli. Un bilan avec les différentes parties prenantes est d'ailleurs organisé cet automne. Cela sera l'occasion pour eux de présenter plus clairement leur portefeuille de projets. Merci, Anthony. Je vous en prie.
Et d'ailleurs, on reste à Rouyn-Noranda puisque Ressources Falco tiendra un atelier immersif sur le climat sonore et vibratoire mercredi, la semaine prochaine. Le but de l'activité est de permettre aux citoyens présents d'en apprendre davantage sur les phénomènes sonores et vibratoires qui les entourent, ainsi que de répondre aux différentes questions qu'ils peuvent avoir. L'atelier se déroulera à 18h au Centre des Congrès. Sur notre sujet, le gouvernement du Québec a octroyé 670 000 $ pour le développement de 4 initiatives ici dans la région. Cette aide financière a été accordée dans le cadre du volet de soutien au rayonnement des régions. Et parmi les sommes importantes, il y a 300 000 $ qui vont servir au développement de filières agricoles et rentables et 200 000 $ pour l'accompagnement des MRC en lien avec la gestion des eaux souterraines dans la région. Et c'est la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, et le ministre responsable de la région, Jean Boulet, qui en font l'annonce, ce matin. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Soyez avec nous après la pause puisqu'on vous dévoile la programmation du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue qui a été présenté ce matin. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Color Max fête son 30e anniversaire le 22 août au 187 avenue Murdoch, Rouyn-Noranda de 15 à 19 h. Un rassemblement pour célébrer l'engagement de la clientèle. L'événement est marqué par un souper hot dog, des consommations et DJ Bilo. Raison partout en Abitibi-Témiscamingue en termes de personnalisation de produits et matériel promotionnel. Son minimum demandé. Équipe agrandie, efficacité garantie. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Pension animale, promenade canine, thérapie comportementale et même garderie à domicile. Dans la région, les services grandissent pour vos compagnons à quatre pattes, qu'Emilia Laliberté explique. Chaque semaine, Chloé Bellemare promène 127 chiens à Rouyn-Noranda pour leur permettre de dépenser leur énergie. En fait, c'est des promenades canines le plus possible en liberté en forêt, afin que les chiens puissent explorer un peu partout. Là, je ne sais pas si on les entend. On en a deux à l'autre bout là-bas. Le but, c'est vraiment qu'ils puissent explorer, qu'on se libère en fait de toutes les tensions que la ville nous emmène avec une laisse. Donc, tous les cocos qu'on voit ici, en fait, je suis allée chercher directement à domicile. Je les apporte sur le lieu de promenade, on fait la promenade, puis je les rapporte à leur domicile. Un service qui continue de se populariser d'année en année et encore plus depuis la pandémie. L'augmentation en fait, des chiens dans un foyer a vraiment beaucoup augmenté avec la COVID. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça un petit peu sur un coup de tête aussi puis qui n'ont pas réalisé qu'après la COVID, les vendredis soirs avec les amis et les petites sorties avec les enfants le week-end revenaient. Donc, ils ont besoin en fait, d'un service de quelqu'un qui vienne pouvoir promener leur chien. Chez Équilibre Animal de Val-d'Or et au Centre éducanin de Rouyn-Noranda, les bêtes ont de quoi jouer toute la journée. On offre un service de pension et de garderie de jour pour chiens, pension pour chats. On donne aussi des cours de groupe, des cours privés en éducation canine. On dépose son chien ici le matin, il vient jouer dans la grande cour, il vient dépenser son énergie avec les autres, puis il retourne à la maison le soir. Donc, à la maison, il est plus fatigué. Les propriétaires qui sont des fois assez débordés dans le temps ont moins la nécessité d'aller marcher leur chien. L'intervenante Anne Lemay remarque d'ailleurs une évolution dans la relation qu'entretiennent les maîtres avec leurs chiens depuis quelques années. On n'est pas il y a 20 ans là, au niveau de la relation que les humains ont avec leurs chiens. Je pense que maintenant, on est beaucoup plus attentif à leurs besoins, on est beaucoup plus attentif à leur bien-être ou même leur mal-être. Et pour ceux qui préfèrent faire garder leur animal directement à la maison, c'est aussi une alternative possible. J'offre des services de garde animalière, soit chez les personnes ou j'ai ma petite pension chez moi pour garder, mettons, les chats d'une même famille. Je garde aussi des lapins, des poules, des hamsters, des reptiles. J'ai gardé un caméléon l'année passée, c'était tellement drôle. Et en plus de tous ces services offerts dans la région pour vos animaux, vous pouvez aussi les amener jouer au parc à chiens. Vous en trouverez un ici, à Rouyn-Noranda, un à Val-d'Or et un à Pressac. Allez, Romy, va chercher! Qu'Emilia Laliberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Cette nouvelle initiative artistique et culturelle voit le jour à Rouyn-Noranda. Ces nouveaux projets ont été réalisés en partie grâce à une aide financière de 26 500 $ de la ville. Et on parle de projets qui touchent entre autres la musique, le cinéma et l'écriture.
Les activités sont mises sur pied par l'Agora des Arts, la Mosaïque interculturelle, le Centre Entre Femmes, l'Écart, la Corporation de la Maison du Mulon, les productions Sénat et le Cirque Athée. Et selon le Conseil de ville, ces nouveaux projets vont mettre de l'avant la créativité et la diversité culturelle de la ville. La chronique culturelle vous est offerte par la troupe à cœur ouvert qui vous présente cet été Dernier embarquement au paradis. Justine, la programmation du Festival de musique émergente en Abitibi-Témiscamingue a été dévoilée cet avant-midi. C'est plus de 100 artistes du Québec et de l'international qui vont complètement vous charmer du 29 août au 1er septembre prochain. Vous allez pouvoir voir Soulja, le groupe Galaxy, aussi Safia Nolin et plusieurs autres artistes là, qui vont vous divertir pendant la fin de semaine de la fête du travail. Les spectacles surprises vont aussi être de retour dans cette 22e édition. On le sait, pendant le FME, c'est la ville au complet de Rouyn-Noranda qui est FME. Fait qu'on va vivre des spectacles un petit peu partout à travers la ville. Les passeports sont disponible depuis cet après-midi, 16h. Et cette année, le groupe Carquois va être de retour au festival parce que l'année passée, là, il a complètement fait le bonheur des festivaliers. Alors cette année, on le ramène sur la grosse scène pour que plus de gens puissent en profiter. Le Carquois, c'est un artiste chouchou de nos festivaliers, c'est un groupe chouchou. Puis, tu sais, dans le fond, on trouvait ça le fun de boucler la boucle. Dans le fond, l'année passée, on était le premier spectacle de leur retour. Puis, un an plus tard, ils reviennent, mais scène extérieure. Tout le monde va pouvoir les voir parce que les gens, l'année passée, c'était au Paramount, c'est pas tous les gens qui avaient pu les voir. Puis, je pense que c'est un cadeau qu'on voulait faire. C'est vrai, ça n'a pas été dévoilé aujourd'hui, mais oui, on vous réserve des spectacles surprises, des shows cachés un petit peu partout dans la ville de Rouyn-Noranda. C'est super important pour nous de faire découvrir, puis que les gens se promènent dans la ville, puis qu'ils sentent que le FME, c'est partout ici à Rouyn-Noranda. Cette année encore, on va avoir un spectacle le samedi après-midi à la Guinguette, gratuitement pour les familles, puis aussi toutes les 5 à 7 sont gratuits. Donc, ça vaut la peine. Là, on a un volet de spectacle gratuit, puis c'est accessible à tous. Et Justine, l'affiche du FME a aussi été dévoilée et les couleurs sont à l'honneur. L'affiche a été créée en collaboration avec l'artiste Stéphanie Robert, qui est basée au Bas-Saint-Laurent. Stéphanie, dans ses œuvres, représente beaucoup les emblèmes du Bas-Saint-Laurent. Alors, le fleuve, les rochers, les oies, vraiment beaucoup d'affaires qu'on peut retrouver là-dedans. Bien, c'est quoi le lien avec l'Abitibi? C'est quoi le lien avec les oies, le FME, tout ça? Bien, je vous laisse Alex Séguin-Carrier vous expliquer pourquoi ils ont décidé de choisir Stéphanie Robert pour représenter l'affiche du FME cette année. Stéphanie Robert et son atelier d'artiste à Kakuna, dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, elle, évidemment, on ne parle pas du même, on ne parle pas de la même approche. Là, les paysages, c'est le bord du fleuve, les rochers, les oies qui arrivent et qui repartent. Elle avait dit quelque chose qui parlait des oies comme les oies, on ne s'habitue pas à elles. C'est comme un cycle, elles partent et elles reviennent. Puis on s'y fait jamais, on est tout le temps comme content de les revoir. Je trouvais que le parallèle avec le FME était quand même assez présent. Le FME marque la fin de l'été, la fin de la saison des festivals, mais comme le début de la rentrée scolaire et tout ça. Fait que je trouvais que le parallèle avec l'OIA comme icône était quand même fort et pertinent. Puis tu sais, souvent on dit que dans les régions, comme on est fort, mais de notre distance, c'est-à-dire qu'on n'est pas centralisé, on doit se battre puis on doit aller à contre-courant. Vous remarquez que les OIA, que moi, je trouve qu'ils représentent le FME, vont à contre-courant. Ils vont pas dans la ligne qu'on ne suit pas des trails, on les fait, les trails. Bonjour tout le monde, ici Alexis Dumont. La 54e édition du Tour de l'Abitibi-Glencoe se déroulera la semaine prochaine. Les derniers préparatifs sont lancés. Reportage complet après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. C'est lundi prochain que sera donné le coup d'envoi de la 54e édition du Tour de l'Abitibi-Glencoe. Les derniers préparatifs vont plutôt de bon train, mais certains détails à régler inquiètent encore les organisateurs. Le reportage d'Alexis Dumont. À 6 jours du début des épreuves, plusieurs équipes ont été dans l'obligation de se désister en raison de problèmes au niveau des visas internationaux. On était supposé d'avoir 21 équipes, dont 10 régionales et 11 internationales. Et naturellement, on en a déjà 4-5 qui ont dû se désister parce qu'on n'a pas été capable d'avoir les visas à temps. Plusieurs formations de l'extérieur de la région y seront tout de même et l'organisatrice confirme que la qualité du spectacle sera au rendez-vous. On en a 4 internationales, je peux déjà vous les nommer.
nommés, le Canada, les États-Unis, la France et le Japon. Ça, c'est sûr qu'ils vont être là. On est en train de travailler sur 4 équipes. Je vous dirais que grâce à notre députée régionale Sylvie Bérubé et son adjointe Mélanie Matt, qui font un travail exceptionnel à nous aider à avoir des visas. Je me croise les doigts vraiment pour qu'on ait au moins les 4, sinon 3. Autre bémol, cependant, le manque de bénévoles frappe encore. Il vous en manque combien, mettons, ce que vous avez là? Je vous dirais une quarantaine par jour. Madame Rocher mentionne l'importance des bénévoles pour l'épreuve et espère que plusieurs personnes se manifesteront dans les prochains jours pour venir prêter main forte. Pour organiser une course de cette envergure-là, oui, ça prend des partenaires, oui, ça prend une ville extraordinaire pour nous aider, mais ça prend avant tout des bénévoles. Donc, les bénévoles, tous les gens qui veulent s'impliquer peuvent aller s'inscrire sur tourabitibi.com dans la section citoyens. On en a besoin à tous les jours présentement. Malgré les embûches, l'engouement est au rendez-vous. Dès la fin de la présente semaine, plusieurs structures seront mises en place à Val-d'Or et la ville vibra au rythme du cyclisme. L'engouement est assez à son maximum cette semaine. On a déjà commencé à préparer les chambres des coureurs, donc toute la centrale administrative est en train de se mettre en place. Jeudi, vous allez voir la structure locale aussi se mettre en place au centre-ville de Val-d'Or. Rendez-vous donc lundi pour le début de cette 54e édition du Tour de l'Abitibi-Glencoe, la seule manche nord-américaine d'ailleurs au calendrier. Et le tout va s'amorcer avec la traditionnelle épreuve du Challenge Sprint. Alexis Dumont pour RNC Nouvelles, à Val-d'Or. La météo. Une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo Justine, les prochains jours seront parsemés de pluie. La nature, il va pas de main morte avec la pluie cet été, mais il semble qu'il y a beaucoup de jours où il va pleuvoir. Mais c'est pas grave, après ça va nous faire profiter encore plus des belles journées ensoleillées. Ce soir et cette nuit, là, partout dans la région, ça va être partiellement nuageux avec de la pluie tôt ce soir. Il y a déjà quelques petites gouttelettes qui sont tombées ici, mais ça va continuer tout au long de la soirée, accompagné d'un minimum de 15. Demain, en Abitibi, ça va être généralement nuageux avec un maximum de 23 qui va monter jusqu'à 26 avec l'humidex. Et pour le Témiscamingue, ça sera nuageux avec de la pluie en après-midi avec un maximum de 27 avec l'humidex. Un petit aperçu pour jeudi en Abitibi, ça va être nuageux avec un petit peu de pluie et un maximum de 24. Et pour le Témiscamingue, il n'y aura pas de pluie, mais ça va quand même être nuageux avec un maximum de 23. Apportez pas votre char au lave-auto ce soir là, parce que je vous le dis, la pluie va s'occuper de tout le laver dans les prochains jours. Vous n'avez même pas besoin de vous en occuper. Beau conseil, merci Justine. Avant de se quitter, l'équipe de RNC Média offre ses plus sincères condoléances aux proches de l'ancien journaliste de Radio Nord, Dave Leclerc. Il a malheureusement perdu la vie le 28 juin dernier. Sur ce, je te passe une belle soirée et on se retrouve demain.